Merci. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien jusqu'au fond? Ça va? Oui? Super. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente. Donc, je suis Valentin Ourliac, j'ai 28 ans. Je suis professeur d'histoire-géographie au collège Sainte-Marie de Nevers de Toulouse. Donc voilà, ce soir, c'est en tant que conférencier que je me présente devant vous et que j'ai l'honneur de vous présenter cette conférence. La croisade des Albigeois, persécution des Cathares et conquête du Languedoc, donc 1209-1229. Sachez que cette conférence, c'est 8 mois de travail. Ça fait 8 mois que je prépare cette conférence, que j'étudie, que je lis pas mal de livres, que ce soit des textes d'époque médiévale ou des textes d'aujourd'hui, d'historiens, de spécialistes. Donc, 8 mois de travail, mais je n'en suis pas pour autant un spécialiste. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un spécialiste. Bien au contraire, je suis juste un passionné d'histoire et un professeur d'histoire-géographie. Donc, c'est en tant que vulgarisateur que ce soir, je me présente devant vous pour partager les connaissances historiques au plus grand nombre. Et mon but, c'est ce soir que vous repartiez en ayant appris quelque chose. Voilà. Donc, c'est une conférence, ce n'est pas un débat. Donc, si jamais vous avez des questions, merci d'attendre la fin de la conférence par respect pour le travail et pour le bon déroulé de cette conférence. J'en profite également pour remercier donc, de sa présence toutes les personnes ici, mais également donc, Anne Lacombe. Merci beaucoup de me faire l'honneur de votre présence. Et je tiens à saluer également Sonia Gort, qui a été ma formatrice lorsque j'ai fait mes visites guidées à la cité de Carcassonne. Elle est guide à la cité de Carcassonne et ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce soir. Merci beaucoup. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors, en tant que bon historien, il faut toujours, quand on commence un sujet, définir les termes du sujet, donc les mots-clés de ce sujet. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va commencer par expliquer ce qu'est une croisade. Alors, une croisade, c'est une expédition militaire, un pèlerinage en armes, lancé par le pape, financé par l'Église, dans l'objectif est de délivrer les lieux saints comme Jérusalem ou le tombeau du Christ. Donc le pape envoie des prédicateurs dans tout l'Occident pour encourager les chrétiens à y participer. Le croisé, donc c'est généralement, en tout cas ça peut être notamment des chevaliers, qui vont porter une tunique comme celle-ci, où il y a une croix, et donc on dit qu'ils se croisent, et ils fournissent un service militaire de 40 jours, qu'on appelle la quarantaine. En échange, ils obtiennent la rémission de tous leurs péchés. Ils ont également un droit de pillage, c'est-à-dire qu'ils ont avancé de l'argent pour participer à cette croisade, et donc par le pillage de villes, ils vont pouvoir se rembourser. Participer à une croisade, c'est une étape importante dans la vie d'un parfait chevalier. Il y a eu en tout 8 croisades. Ici, sur ce tableau, vous avez la première croisade qui est représentée, donc à Jérusalem. Sachez également qu'il y a d'autres croisades qui ne rentrent pas dans ce décompte, notamment la croisade des enfants et la 9e croisade, et également la croisade des Albigeois, donc le sujet du jour. Cette croisade des Albigeois, elle est insolite, parce que pour la première fois, elle n'oppose pas des chrétiens à des musulmans, mais elle oppose des chrétiens à d'autres chrétiens. Non pas en Orient, mais dans le sud de la France. Donc c'est de l'histoire locale, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler ce soir, puisqu'on est dans une région où il y a eu cette croisade. Alors, nous allons effectivement définir aussi ce qu'est le Languedoc. Hop. Alors ici, cette carte, elle provient du guide du musée Saint-Raymond, parce que l'année dernière, il y a eu une grande exposition au musée Saint-Raymond sur les Cathares. Notamment, parmi les participants, il y avait l'historien Laurent Massé de l'Université du Mirail. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur durant mes études. Et donc ici, cette carte provient de cette exposition. Donc qu'est-ce que le Languedoc? Alors déjà, le Languedoc, c'est un territoire qui va du Massif central au nord, à la mer Méditerranée et aux Pyrénées au sud, au Rhône à l'est et à la Garonne et aux Pyrénées à l'ouest. C'est un territoire où on y parle la langue d'oc, l'occitan, d'où le nom de Languedoc. Contrairement au nord de la France où on parle la langue d'oïl.
C'est une région prospère et c'est une région où il y a une certaine tolérance religieuse, puisqu'il y a pas mal de religions qui cohabitent. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est une région aussi où il y a une certaine autonomie politique. Alors, on peut le voir ici, vous avez des seigneurs qui sont très puissants dans le Languedoc, dans le sud de la France. On a notamment, alors ici, les territoires du comte de Toulouse. Donc, à cette époque-là, c'est Raymond VI. On a également des territoires d'autres seigneurs. Alors, il faut savoir que Raymond VI, il a des suzerains. Alors, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Petit rappel, bon, on le voit en cinquième normalement, mais on va réviser ensemble ce soir ce que c'est suzerain et vassal quand même. Mais le suzerain, donc, c'est un seigneur qui est plus puissant que notre seigneur qui est en dessous de lui. Et donc, le seigneur qui est en dessous s'appelle le vassal, et il doit prêter hommage à son seigneur, au suzerain. Donc, le comte de Toulouse, il a des vassaux, bien évidemment, mais il a aussi des suzerains. Et parmi ces suzerains, on a le roi de France, on a le roi d'Angleterre, et on a l'empereur germanique. Le comte de Toulouse, il est surnommé le roi sans couronne, parce qu'il est quand même très puissant. Ici, vous avez les territoires de la vicomté de Raymond-Roger Trincavel. Donc, c'est un vicomte de Carcassonne et de Béziers, notamment. Pas que, mais notamment. Et on va en parler tout à l'heure. Et vous avez également d'autres territoires, comme les territoires du comte de Foix, par exemple ici, ou encore les territoires du comte de Comminges. Alors, pendant longtemps, le comté de Toulouse et le comté de Barcelone, c'est également un territoire du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon, c'est au niveau plutôt de l'Espagne. Pendant longtemps, le roi d'Aragon et le comte de Toulouse ont été en guerre, mais au moment de cette conférence, ils sont en paix, parce qu'ils ont scellé une alliance matrimoniale, puisque Raymond VI s'est marié avec la sœur, oui c'est ça, Raymond VI s'est marié avec la sœur de Pierre II d'Aragon, donc ils sont tous les deux beaux-frères, et donc ils sont en paix à ce moment-là. Dans cette période-là, à partir du XIIe siècle, il y a une nouvelle religion qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le catharisme. Ça, j'imagine que ça vous intéresse. Et on va y venir. Alors, petit rappel tout de même, bon, ça vient des manuels de 5e, donc je connais très bien ces documents, mais parfois c'est bon de simplifier les choses aussi. Qu'est-ce que c'est que le lien féodo-vassalique, donc la relation entre un suzerain et son vassal? Donc, ici, tout en haut, plus vous êtes en haut de cette pyramide, plus vous êtes le suzerain. Si vous êtes tout en haut, comme le roi, vous n'avez pas de suzerain au-dessus de vous, normalement. Puisqu'on va voir que Pierre II d'Aragon, il est roi, mais au-dessus de lui, il a le pape comme suzerain. Et plus vous descendez, plus vous êtes le vassal. Et bien sûr, si vous êtes tout en bas, ben vous êtes seulement le vassal, vous n'êtes pas le suzerain de quelqu'un. Alors, le vassal, donc le seigneur, le suzerain, il doit protection et il doit un fief à son vassal. Le fief, c'est la terre. Et la terre, ça représente la puissance et le pouvoir au Moyen-Âge. Son vassal, donc, il doit à son seigneur conseil, donc il le conseille. Il va l'aider militairement et il va également l'aider financièrement. Hop. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. Donc ici, vous avez les armoiries des seigneurs méridionaux les plus importants. Méridionaux, c'est les seigneurs du Sud, on les appelle aussi les seigneurs du Midi. Vous avez donc Raymond VI de Toulouse, vous reconnaissez la croix occitane, on la connaît bien dans la région. Vous avez également les armoiries de Raymond-Roger de Foix, donc comte de Foix, Bernard IV de Comminges, Raymond-Roger Trincavel et Pierre II d'Aragon. Donc ces personnages-là, on va les retrouver tout au long de la conférence. Qui sont les cathars? Alors, c'est une religion qui est considérée par l'Église catholique comme une hérésie. Hérésie, ça veut dire choix, opinion. Ce sont des croyances qui s'écartent des dogmes catholiques. Cathare, ça vient du grec katharos, qui signifie pur. Donc c'est un terme péjoratif et réducteur. Ils sont aussi appelés par leurs détracteurs, dont notamment les inquisiteurs, les parfaits, les manichéens ou les albigeois. D'où le nom de croisade des albigeois. Pourquoi les albigeois? Apparemment, ça serait parce qu'il y aurait eu une prêche publique, donc réalisée par l'abbé Bernard de Clairvaux à Albi, en juin 1145. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils les auraient appelés, les cathars, les albigeois. Ils proviennent, selon les origines, donc, des Balkans bulgares, d'une autre religion qui s'appelle les Bogomiles, qui est assez proche de la leur. Et donc, leurs fidèles les appellent les pauvres du Christ, les bons hommes, les bonnes femmes, les bons chrétiens, voire même les vrais chrétiens. Donc, ils veulent revenir à un christianisme des premiers temps. Ils se voient comme les successeurs des apôtres et adoptent les mêmes modes de vie, dans la pauvreté et le détachement du monde. Ils ont également été persécutés comme les apôtres. L'Église de Rome, à cette époque-là, elle est perçue comme l'Église de l'opulence, parce qu'elle s'est enrichie et détournée des textes. D'ailleurs, petite information,
Apparemment, le terme catholique, donc à cette époque-là, n'était pas utilisé, puisqu'il a été inventé plus tard, et pour la première fois lors du Concile de Trente, à l'époque moderne, donc après l'époque médiévale. Le pape de l'époque, Grégoire VII, va mettre en place une réforme, la réforme grégorienne, pour remettre de l'ordre dans l'Église, donc qui s'est enrichie, et encourager la lutte contre les hérésies. Les cathares vont vivre en communauté mixte et hiérarchisée, où on a les fidèles, les novices et les religieux. Donc ils n'ont qu'un seul sacrement, c'est le consolament. C'est une sorte de baptême, mais non pas avec de l'eau, mais plutôt avec l'imposition des mains. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'enluminure de droite. Donc on voit les franciscains qui sont outrés parce qu'ils sont face à le sacrement du consolament, donc un sacrement cathare. Alors si on le reçoit comme baptême, on est obligé de rentrer dans les ordres et donc de respecter des règles très strictes. C'est pour ça que la version la plus populaire, c'était de le recevoir en extrême onction, juste avant de mourir. Comme ça, on n'avait pas besoin de respecter les règles très strictes. Cette religion, elle était très populaire dans la noblesse notamment chez les femmes. Par exemple, Esclarmonde, qui était la sœur du comte de Foix, était cathare, tout comme sa femme Philippa, la femme du comte de Foix. Et Blanche de Laurac, la mère du seigneur de Montréal, était aussi une femme cathare. Les femmes pouvaient être ordonnées et conférer également le baptême. Donc on pourrait dire que c'est le moins misogyne des systèmes religieux chrétiens. C'était également une religion dualiste. Donc d'un côté, on a le bien et de l'autre le mal, deux entités créatrices. D'un côté, Dieu, et de l'autre, le diable, Satan. Donc Dieu aurait créé tout ce qui est spirituel, le ciel, les anges, les âmes, et le diable, Satan, aurait lui créé tout ce qui est visible, donc la terre, les corps et la matière. Dieu est bon, et donc il ne peut pas avoir créé ce monde qui est foncièrement mauvais. Satan, quant à lui, est un ange déchu. Il aurait créé ce monde pour détourner les âmes de Dieu. Et il les aurait emprisonnés dans des tuniques de peau, qui sont les corps humains. Donc, tant que les âmes n'ont pas reçu le consolament, lorsque les personnes meurent, leurs âmes se réincarnent dans d'autres corps, parfois même d'animaux, pour faire pénitence avant de recevoir le consolament et pouvoir rejoindre à nouveau le royaume de Dieu. Les cathares ne croient pas en l'Eucharistie ni à la Trinité. Donc ils considèrent que le pain et le vin ne sont pas le sang et le corps du Christ. Pour eux, c'est simplement du pain qui est béni et qui représente la parole de Dieu. Pour eux, la nature du Christ est également divine. Donc par conséquent, son sacrifice n'est qu'une illusion. Ce n'est pas réellement arrivé parce que Guillaume Bélibaste, Guilabert de Castres aurait dit qu'un Dieu ne peut mourir. Donc Jésus et la Vierge Marie seraient en réalité des anges. Ils n'ont pas d'édifice religieux au sens où ils n'ont pas d'église. Ils n'adorent pas la croix non plus, qui est pour eux un instrument de torture, donc, instrument de mort. Donc ni les statues de saints, qui sont pour eux des idoles. Ils ne mangent pas de viande, ne tuent pas même les animaux. Ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, se marier ou mentir. Donc les relations sexuelles, le mariage et la viande, c'est principalement parce que les corps donc, ont été créés par le diable. Donc ce sont de bons prédicateurs, ils portent des habits noirs et ils tiennent publiquement des maisons-ateliers dans les castrums, donc les villages fortifiés du sud de la France. Donc ils se mêlent à la population et ont de bonnes relations avec le clergé catholique local. Et ils ne cherchent pas à diriger ce monde parce que pour eux, donc, ce monde n'est pas celui de Dieu mais celui du diable. À la différence du pape qui lui à cette époque-là essaye d'imposer son pouvoir. Donc le pape Innocent III, que vous avez ici représenté, donc, accuse les seigneurs du Midi d'exercer une répression trop laxiste envers les cathares. Il décide de les punir pour complicité d'hérésie. Excommunication, il va jeter l'interdit sur leurs terres et les déposséder de leurs biens. Il demande au roi de France de l'époque d'intervenir par une opération de force. Le roi de France de l'époque, donc, c'est Philippe Auguste, ici présent. Mais le roi de France ne répond pas à ces lettres. Il envoie donc des prélats pour prêcher la croisade. Parmi ces prélats, il y a notamment Arnaud Amaury et Pierre de Castelnau. Les prélats sont reçus avec hostilité, donc notamment par des jets de boue, voire des moqueries. Leur prédication est un échec. Donc ils sont à deux doigts de démissionner quand ils font une rencontre qui va changer le cours de l'histoire. C'est la rencontre avec le chanoine castillan Dominique de Guzman, qu'on connaît mieux sous le nom de Saint Dominique, puisque c'est lui qui a créé l'ordre des frères prêcheurs, les ordres mendiants des dominicains. Donc Dominique de Guzman, il comprend que pour combattre les cathares, il faut les combattre avec leurs armes.
c'est-à-dire la pauvreté, l'humilité et la charité. C'était un excellent orateur et il a participé à de nombreux débats publics contre les cathares. Il aurait également fait une prophétie, donc, qui est écrite ici. Lors d'un grand débat contradictoire à Pamiers, il aurait dit « Là où ne vaut la bénédiction, vaudra le bâton. Nous exciterons contre vous les princes et les prélats, et ceux-ci, hélas, convoqueront les nations et peuples, et un grand nombre périra par le glaive. C'est ainsi que prévaudra la force, là où la douceur a échoué. » Lors d'une grande conférence contradictoire entre catholiques et cathares, donc on décide, pour se mettre d'accord sur laquelle est la vraie religion entre catholiques et cathares, on va faire une pratique de l'époque qu'on appelle l'ordalie par le feu. C'est-à-dire qu'on va prendre des textes, les textes des cathares et les textes des catholiques, et on va les jeter dans les flammes. Donc comme c'est le cas ici. Là, vous reconnaissez Dominique de Guzman, puisqu'il a une auréole, puisque c'est devenu Saint-Dominique. Donc les textes sont jetés dans le feu, ceux des cathares vont brûler aussitôt, et celui de Dominique de Guzman va rejaillir des flammes, comme c'est le cas ici, et il va aller marquer une poutre au plafond. Cette poutre en question, elle est encore aujourd'hui visible à Fangeau, dans l'église, puisque c'est devenu une relique d'un miracle de Saint-Dominique. On raconte qu'après ce miracle, 50 cathares se seraient convertis. Le roi de France finit par répondre à l'appel du pape, mais il lui répond qu'il ne peut pas intervenir, car il est occupé avec la guerre contre les Anglais. À l'aube du 14 février 1208, Pierre de Castelnau, le prélat du pape, est assassiné d'une lance dans le dos en revenant de Saint-Gilles. Directement, Raymond VI, le comte de Toulouse, est accusé d'être l'instigateur du crime parce qu'il y aurait eu une entrevue houleuse à Saint-Gilles entre les deux hommes et le comte de Toulouse aurait menacé de mort le prélat. Directement, Raymond VI est excommunié, accusé de complicité d'hérésie et de meurtre, et ses terres sont exposées en proie. Le pape lance donc l'appel à la croisade. Il fait de Arnaud Amaury, son prélat, donc le chef de l'armée croisée. Donc il va dire cette phrase dans une bulle pontificale du 10 mars. Donc en avant, chevalier du Christ, en avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne, que l'univers cri de douleur de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme pour venger une si grande offense faite à votre Dieu. Donc par la suite, les seigneurs du Sud vont tenter une alliance, mais on ne sait pas vraiment qui, entre le comte de Toulouse ou Trincavel, mais il y en a un des deux qui a refusé l'alliance, et donc les seigneurs du Sud n'arrivent pas à faire un front commun. Donc Raymond VI décide d'envoyer une ambassade à Rome pour faire amende honorable. Le roi, quant à lui, finit par accepter que ses vassaux participent à la croisade. Par la suite, il y a un autre événement, le 18 juin 1209, à Saint-Gilles, dans la basilique où Pierre de Castelnau a été inhumé. Donc Raymond VI participe à une cérémonie d'humiliation. Il traverse la nef de l'église dévêtu. Devant une église bondée de monde, il est accusé de 15 chefs d'accusation. Le prélat lui met une étole au cou et le flagelle avec une poignée de verge, donc pour faire pénitence. Il ne pourra pas sortir par l'entrée principale, tellement il y a de monde pour venir voir ce spectacle assez malsain. Et il va donc sortir par la crypte et passer symboliquement devant le tombeau de Pierre de Castelnau. Par la suite, il va rejoindre la croisade. On arrive maintenant à un épisode aussi célèbre de cette croisade des Albigeois. C'est le siège de Béziers. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de siège, étant donné la durée de ce siège? On va en parler. Donc, dans la vallée du Rhône, les croisés se regroupent. Ils sont rejoints par Raymond VI et la croisade peut débuter. On est donc en juillet 1209. Donc, principalement, dans la croisade, on a des seigneurs du nord de la France qui se sont croisés, souvent des vassaux du roi de France. Il n'y a pas que des seigneurs de France, il y a aussi des seigneurs d'autres endroits en Europe. Et donc, la cible de la croisade, ça devait être Raymond VI. Mais vu qu'il est dans le camp des croisés maintenant, la croisade va changer de cible. Et elle va cibler le seigneur le plus puissant, après lui, son neveu, Raymond Roger Trincavel, donc vicomte de Carcassonne et de Béziers. Les terres de Trincavel sont exposées en proie. Donc Trincavel met Béziers en état de siège. Les villes traversées jusque-là se soumettent ou sont abandonnées. Les croisés donc arrivent devant la ville et demandent au consul de livrer les hérétiques. Ces derniers refusent. Le 22 juillet, jour de la Sainte-Madeleine, les Biterrois décident de narguer les croisés en sortant et en allant aux abords de leur camp. Ils se seraient fait talonner par les croisés qui auraient réussi à pénétrer dans la ville. À ce moment-là, un chevalier aurait dit, donc chevalier croisé, aurait dit à Arnaud Amaury, mais comment faire pour distinguer les catholiques des cathares? Et donc Arnaud Amaury aurait répondu cette phrase, massacrez-les car le Seigneur connaît les siens. On dit que cette phrase a été rapportée par un moine cistercien allemand, Césaire de Heisterbach,
On la connaît aujourd'hui sous la formulation de « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En réalité, on ne sait pas si elle a été vraiment prononcée. Ce qui est sûr, c'est que ça donne un petit peu l'ambiance. Aucune distinction n'est faite entre les femmes, les enfants et les prêtres. Ils sont tous égorgés dans l'église de la Madeleine. C'est du jamais vu. La cathédrale est incendiée, on parle d'un massacre, et les chiffres qu'on évoque sont 20 000 morts. Bon, autant vous dire, en tant qu'historien, que généralement, les chiffres au Moyen-Âge, il faut en prendre et en laisser. Et on a tendance souvent à gonfler les chiffres au Moyen-Âge. On pense que c'est un petit peu erroné. La ville est pillée, et la stratégie de la terreur est payante. Trincavel se retranche à Carcassonne, et une centaine de localités se soumettent sur le trajet des croisés jusqu'à Carcassonne. Donc ça, ce sont des représentations assez récentes, donc voilà, c'est vraiment plus pour illustrer que pour vraiment vous montrer des documents historiques ici. Alors, à Béziers, parce que parfois je vais revenir sur notre période, l'année dernière, justement, le maire de Béziers, Robert Ménard, a inauguré sur le parvis de la cathédrale Saint-Nazaire une statue assez grande de Raymond Roger Trincavel, donc, qui est visible aujourd'hui. On peut le reconnaître par ses armoiries, sur son écu notamment. Et c'est le cas à Béziers, mais c'est le cas à Carcassonne aussi. Vous avez pas mal de souvenirs. La mémoire est encore vivante puisqu'on peut voir dans les rues des noms de rues de cette époque-là, donc rue des Albigeois, rue Trincavel, ou encore les armoiries de la ville, enfin en tout cas le sceau de la ville, où on peut voir sur l'écu du chevalier les armoiries de Trincavel. On arrive donc au siège de Carcassonne. Trincavel renforce ses défenses et mobilise ses vassaux. Il veut en découdre. Le faubourg nord tombe en quelques heures et les croisés coupent l'accès à l'eau au niveau des berges de l'Aude. Pierre II, donc le suzerain de Trincavel, Pierre II d'Aragon, donc explique à Trincavel, parce qu'il arrive à un moment donné dans la cité et qui à ce moment est défendu par une seule enceinte, ce n'est pas la cité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il va voir Trincavel et il lui explique qu'il ne pourra pas le secourir en lui envoyant des soldats, parce que lui est trop occupé avec la Reconquista. La Reconquista, donc, c'est ce qui se passe du côté de l'Espagne, où vous avez une coalition de seigneurs catholiques, donc qui combattent et qui essayent de repousser les musulmans qui ont pris pas mal d'ampleur en Espagne à ce moment-là. Et il est un petit peu embêté également parce que son suzerain à lui, à Pierre II d'Aragon, c'est le pape. Donc c'est celui qui a lancé la croisade. Alors il peut se placer qu'en médiateur finalement. Le faubourg méridional tombe, après de rudes combats. La ville est surpeuplée, elle souffre parce qu'on est en juillet, même en août à ce moment-là. Donc il y a de la puanteur, il y a des mouches, voilà, il y a pas mal de personnes malades à cause du manque d'eau notamment et de nourriture. Donc Trincavel est obligé de négocier. Il y a deux versions. On ne sait pas laquelle est vraiment la vraie. La première version, c'est qu'il aurait été capturé lors de négociations, une sorte de traquenard. L'autre version, un peu plus occitane tout de même, il se serait constitué prisonnier pour protéger sa population. Lorsque son suzerain, Pierre II d'Aragon, lui propose donc une reddition honorable, il refuse, il veut protéger sa population, et il aurait dit « j'aimerais mieux me faire écorcher vif », plutôt que de livrer sa population. Donc par la suite, Trincavel, enfin en tout cas, on ne sait pas la version laquelle est la bonne, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les Carcassonnais sont chassés sans un sou et dévêtus, c'est ce qui est représenté sur cette miniature, et Trincavel est jeté dans une prison, sa propre prison. Donc ce qui était étonnant également, c'est qu'à Carcassonne, on n'a pas demandé de livrer les hérétiques. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'évêque de Carcassonne avait parmi ses proches parents des cathares. Donc ça pourrait expliquer la raison. La cité est prise le 15 août 1209. La conquête va se poursuivre ensuite face aux complices d'hérésie, donc notamment des vassaux de Trincavel. Par la suite, Arnaud Amaury, donc le chef de la croisade, va proposer aux seigneurs, donc aux croisés, de récupérer la vicomté de Trincavel. Il va demander à plusieurs seigneurs, notamment des grands seigneurs, mais tous refusent, parce que leur quarantaine est terminée et ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Il y en a un seul qui va accepter, c'est Simon de Montfort, un petit seigneur, et notamment comte de Leicester. Mais à ce moment-là, son comté, il a été confisqué, en quelque sorte, par le roi d'Angleterre. Et donc, la cité de Carcassonne, finalement, c'est une compensation intéressante pour lui. Donc, il devient vicomte de Carcassonne et de Béziers. Donc, vu que c'est la fin de la quarantaine, il y a beaucoup de grands seigneurs croisés qui s'en vont, et seulement des petits seigneurs vont rester autour de Simon de Montfort, ils seront à peu près 3000. Tous ceux qui auront été dépossédés de leurs terres, et notamment les vassaux de Trincavel, donc vont prendre le maquis, et on va les appeler en occitan les faïdits.
Donc vous avez la définition ici, ça veut dire les bannis et les seigneurs dépossédés de leurs terres. Donc ils vont mettre en place une résistance. Par la suite, les conquêtes se poursuivent. Donc des villages sont abandonnés, d'autres se soumettent, d'autres sont pris par la force. Simon de Montfort s'attaque à la capitale du catharisme occitan, Fangeau. Mirepoix, Fangeau, le comté de Foix, c'est des endroits où il y a énormément de cathares à cette époque-là. Et ils vont commencer à se réfugier pour une première vague de migration vers Montségur. Il y a un village que vous connaissez bien qui aurait résisté aux croisés, d'après la chanson de la croisade albigeoise de Guillaume de Tudel. Ça serait Prexan. Prexan est cité dans le texte du XIIIe siècle, donc parce que les Prexanais auraient refusé d'ouvrir leurs portes, et c'est le comte de Foix, leur seigneur, qui serait venu donc pour essayer de tempérer, de conclure un accord avec les croisés pour éviter des représailles. Par la suite, le 10 novembre, il y a un événement qui va se passer, qui va faire pas mal de bruit. Raymond Rogen Trincavel va mourir dans sa prison. La version officielle, il meurt d'une dysenterie. Mais des rumeurs circulent à ce moment-là, comme quoi ça serait Simon de Montfort qui l'aurait assassiné. On ne sait pas le fin mot de cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que cette mort, elle anéantit tout espoir de revanche. Le 24 novembre, la veuve de Trincavel, Agnès de Montpellier, cède ses droits et ceux de son fils, âgé de seulement 2 ans, à Simon de Montfort. Le fils de Trincavel est confié au comte de Foix qui va l'éduquer. Pierre II d'Aragon refuse l'hommage de Montfort, il refuse que Simon de Montfort devienne son vassal, parce qu'il a été lésé par la croisade. Un autre seigneur va faire une volte-face, il s'agit de Guiraud de Pépieux, qui est un seigneur du Minervois. Il aurait attaqué une garnison croisée à Puy-Serguier, et il aurait capturé 2 chevaliers de Simon de Montfort. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de la violence de l'époque, il va leur crever les yeux, couper le nez, les oreilles et la lèvre supérieure, avant de les renvoyer nus à Carcassonne. Autant vous dire que Montfort, il va pas être très content, et il va s'attaquer à Puy-Serguier, et il va raser le château. Un seigneur de Montfort, Bouchard de Marly, va tomber dans une embuscade à Cabaret. Donc il va être capturé par le seigneur de Cabaret. Cabaret, c'est un des châteaux de l'Astour. Donc par la suite, des localités se soulèvent, et le pape officialise Simon de Montfort comme vicomte à la place de Trincavel. En automne 1209, Montfort envoie une délégation à Toulouse. Il demande à Raymond VI de livrer les hérétiques, mais celui-ci refuse. Les consuls et le comte sont excommuniés à nouveau, et l'interdit est jeté sur la ville. Le comte fait son testament avant d'entreprendre un long voyage pour aller visiter ses suzerains. Les légats, pendant ce temps-là, préparent son procès. La conquête se poursuit par la suite. Donc vous avez ici des représentations de Simon de Montfort. Celle-ci est une des plus célèbres. Donc les armoiries de certains des chevaliers de Simon de Montfort, donc parmi ses plus proches conseillers, donc Bouchard de Marly, Guy de Lévis, Pierre de Voisin et Hugues de Lacy. Tout ça, ce document-là aussi, ça vient de l'exposition des cathares du musée Saint-Raymond. Alors la conquête se poursuit, donc vous voyez plusieurs localités ici qui vont tomber les unes après les autres, on va s'arrêter sur certaines. Et donc d'après l'historien Michel Roquebert, donc, qui a écrit l'histoire des cathares, il aurait dit que donc, les renforts croisés qui arrivent à ce moment-là, c'est une ruée internationale de pêcheurs en quête d'indulgence. Alors, donc, par la suite, la femme de Simon de Montfort, Alix, donc début mars, donc, arrive avec des renforts. La conquête peut se poursuivre. Donc, Montfort reprend pas mal de localités, il va pendre les insurgés et il va faire subir à 100 hommes le même sort que Guiraud de Pépieux à ses 2 chevaliers. Et il va les renvoyer comme ça à Cabaret. Il va également s'attaquer aux récoltes, dont notamment il va ravager les vignes. À Toulouse, il y a une ambiance un petit peu de guerre civile, parce qu'il y a une confrérie blanche qui se crée, qui est pro-catholique, et il y a également une confrérie noire qui est pro-cathare. Donc ça va donner des affrontements dans la ville. Montfort finit par accepter une trêve, donc avec le comte de Foix, sur la demande de Pierre II d'Aragon. Il ne veut pas donc affronter Pierre II d'Aragon, et ce dernier, lui, veut contenir la croisade. S'ensuit donc 2 sièges qui vont nous intéresser, le siège de Minerve et le siège de Termes. Montfort assiège Minerve. Donc des renforts importants arrivent et l'objectif est de réduire la résistance. Le village est fortifié et paraît imprenable. Donc on attaque, les croisés attaquent donc ce village à coups de catapultes. Donc ils arrivent à détruire le seul point d'eau du village. Guillaume de Minerve, le seigneur des lieux, est obligé de négocier. Au bout de 7 semaines de siège, donc, les croisés parviennent à prendre la ville le 22 juillet. 140 parfaits, donc 140 cathares, sont brûlés, et Guillaume prête allégeance à Montfort. S'ensuit donc le siège de Termes.
Pierre-Roger de Cabaret, qui est un vassal et un faïdite, enfin pas un faïdite, mais plus un vassal de Trincavel, donc s'attaque de nuit aux machines de siège qui devaient être amenées jusqu'au château de Termes. Et Guillaume de Contres, qui est d'ailleurs, dont la chanson de la croisade albigeoise de Guillaume de Tudel fait l'éloge, arrive à protéger ces catapultes, en tout cas ces machines de siège, lors de rudes combats. Il rapporte les restes de ces catapultes à Termes le lendemain. Le siège dure 3 mois. À la tête de Termes, on a Raymond de Termes, et à ses côtés, on a Guillaume de Roquefort et sa mère qui est cathare. Guillaume de Roquefort, c'est le fils de Bernard Raymond de Roquefort, qui est l'évêque de Carcassonne. Donc le père est du côté des croisés et le fils est du côté des Occitans. Hop. Alors ici, cette carte, elle provient du guide du musée Saint-Raymond, parce que l'année dernière, il y a eu une grande exposition au musée Saint-Raymond sur les cathares. Notamment, parmi les participants, il y avait l'historien Laurent Massé de l'université du Mirail. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur durant mes études. Et donc ici, cette carte provient de cette exposition. Donc qu'est-ce que le Languedoc? Alors déjà, le Languedoc, c'est un territoire qui va du Massif central au nord, à la mer Méditerranée et aux Pyrénées au sud, au Rhône à l'est et à la Garonne et aux Pyrénées à l'ouest. C'est un territoire où on y parle la langue d'oc, l'occitan, d'où le nom de Languedoc. Contrairement au nord de la France où on parle la langue d'oïl. C'est une région prospère et c'est une région où il y a une certaine tolérance religieuse, puisqu'il y a pas mal de religions qui cohabitent. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est une région aussi où il y a une certaine autonomie politique. Alors on peut le voir ici, vous avez des seigneurs qui sont très puissants dans le Languedoc, dans le sud de la France. On a notamment, alors ici, les territoires du comte de Toulouse, donc à cette époque-là c'est Raymond VI. On a également des territoires d'autres seigneurs. Alors il faut savoir que Raymond VI, il a des suzerains. Alors j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, petit rappel. Bon, on le voit en 5e normalement, mais on va réviser ensemble ce soir ce que c'est suzerain et vassal quand même. Mais le suzerain, donc c'est un seigneur qui est plus puissant qu'un autre seigneur qui est en dessous de lui. Et donc le seigneur qui est en dessous s'appelle le vassal et il doit prêter hommage à son seigneur, au suzerain. Donc le comte de Toulouse, il a des vassaux bien évidemment, mais il a aussi des suzerains. Et parmi ces suzerains, on a le roi de France, on a le roi d'Angleterre et on a l'empereur germanique. Le comte de Toulouse, il est surnommé le roi sans couronne, parce qu'il est quand même très puissant. Ici, vous avez les territoires de la vicomté de Raymond-Roger Trincavel. Donc c'est un vicomte de Carcassonne et de Béziers notamment, pas que, mais notamment, et on va en parler tout à l'heure. Et vous avez également d'autres territoires, comme les territoires du comte de Foix, par exemple ici, ou encore les territoires du comte de Comminges. Alors, pendant longtemps, le comté de Toulouse et le comté de Barcelone, c'est également un territoire du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon, c'est au niveau plutôt de l'Espagne. Pendant longtemps, le roi d'Aragon et le comte de Toulouse ont été en guerre, mais au moment de cette conférence, ils sont en paix, parce qu'ils ont scellé une alliance matrimoniale, puisque Raymond VI s'est marié avec la sœur, oui c'est ça, Raymond VI s'est marié avec la sœur de Pierre II d'Aragon, donc ils sont tous les deux beaux-frères, et donc ils sont en paix à ce moment-là. Dans cette période-là, à partir du XIIe siècle, il y a une nouvelle religion qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le catharisme. Ça, j'imagine que ça vous intéresse. Et on va y venir. Alors, petit rappel tout de même, bon, ça vient des manuels de 5e, donc je connais très bien ces documents, mais parfois c'est bon de simplifier les choses aussi. Qu'est-ce que c'est que le lien féodo-vassalique, donc la relation entre un suzerain et son vassal? Donc, ici, tout en haut, plus vous êtes en haut de cette pyramide, plus vous êtes le suzerain. Si vous êtes tout en haut, comme le roi, vous n'avez pas de suzerain au-dessus de vous, normalement. Parce qu'on va voir que Pierre II d'Aragon, il est roi, mais au-dessus de lui, il a le pape comme suzerain. Et plus vous descendez, plus vous êtes le vassal. Et bien sûr, si vous êtes tout en bas, ben vous êtes seulement le vassal, vous n'êtes pas le suzerain de quelqu'un. Alors, le vassal, donc le seigneur, le suzerain, il doit protection et il doit un fief à son vassal. Le fief, c'est la terre. Et la terre, ça représente la puissance et le pouvoir au Moyen-Âge. Son vassal, donc, il doit à son seigneur conseil, donc il le conseille. Il va l'aider militairement et il va également l'aider financièrement. Hop. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. Donc ici, vous avez les armoiries des seigneurs méridionaux les plus importants. Méridionaux, c'est les seigneurs du Sud, on les appelle aussi les seigneurs du Midi. Vous avez donc Raymond VI de Toulouse, vous reconnaissez la croix occitane, on la connaît bien dans la région. Vous avez également les armoiries de Raymond Roger de Foix, donc comte de Foix.
Bernard IV de Comminges, Raymond Roger Trincavel et Pierre II d'Aragon. Donc ces personnages-là, on va les retrouver tout au long de la conférence. 400 parfaits vont être brûlés, c'est le plus grand bûcher de la croisade. Par la suite, Raymond VI donc, se rend compte que la guerre est inévitable. Il décide d'incendier Castelnaudary parce que c'est un potentiel relais pour les croisés. Il va confier Montferrand à son frère Baudouin. À cette époque-là, il y a un grand exode d'hérétiques vers Toulouse, puisque l'Avor tombe, donc ils vont tous se réfugier vers Toulouse. Simon de Montfort fait le siège de Montferrand, et le siège se termine par des négociations. Et là, coup de théâtre, le frère du comte de Toulouse, qui avait visiblement une dent contre lui, Baudouin, le trahit et se rallie aux croisés. Ils vont soumettre plusieurs localités, et par la suite, donc, Foulques, qui est l'évêque de Toulouse, et les clercs qui l'accompagnent, vont quitter la ville avec les reliques et jeter l'interdit sur cette dernière. Alors, juste petite information sur Foulques, parce que je trouve ça assez intéressant, c'est qu'à la base, Foulques, avant d'être évêque de Toulouse, c'était un troubadour. Et apparemment, c'était un troubadour qui a eu une déception amoureuse, et c'est pour ça qu'il serait rentré dans les ordres. Donc ça va lui être reproché un peu comme moquerie par le comte de Foix, au concile de Latran IV notamment. Alors, des renforts arrivent pour les Toulousains, le comte de Foix, le comte de Comminges notamment. On arrive au premier siège de Toulouse. Donc ici, vous avez un plan de la ville de Toulouse médiévale, et vous avez ici une reconstitution du château narbonnais. Donc, en juin, les combats font rage entre les Toulousains et les Croisés. Les Croisés veulent empêcher le passage du pont de Montaudran, mais les Occitans sont bousculés. Les Croisés arrachent les vignes. Le siège durera 15 jours, mais c'est un échec humiliant, parce que la muraille est trop bien défendue, ils n'arriveront pas à la percer, notamment par les archers et les arbalétriers. Une unité se crée aussi à Toulouse, puisque l'évêque est parti, donc la confrérie blanche comprend que la ville doit tenir, donc il y a une certaine unité qui se crée. Les Croisés sont obligés de battre en retraite, et ils décident donc, pour se venger, de dévaster les territoires, notamment du comte de Toulouse et du comte de Foix en Ariège. Par la suite, il va y avoir donc une coalition une coalition occitane, donc il va recevoir des renforts. Donc l'armée des alliés occitans va être grande mais désorganisée, avec aucun commandement unique. Donc cette alliance, les alliés occitans, ils vont s'attaquer à Castelnaudary à coups de catapultes, mais ils ne vont pas réussir à prendre la ville, donc ils vont être contraints d'abandonner le terrain. Mais il va y avoir une idée ici de la part de Raymond VI. Alors il est meilleur en idée un peu diplomatique plutôt qu'en stratégie militaire en tout cas. Et il va avoir l'idée d'une propagande. Il va partir un peu partout dans le Lauragais et l'Albigeois pour annoncer à tout le monde que les croisés ont été défaits et qu'ils ont fui vers Narbonne. Ce qui est totalement faux. C'est un peu des fake news de l'époque. Le comte de Foix, lui, va faire de même, il va même aller plus loin. Il va dire que Montfort a été capturé, écorché vif et pendu. Alors qu'il est en très bonne santé à ce moment-là, Simon de Montfort. La stratégie fonctionne. Les villes se rebellent et donc se rallient à Raymond VI. Donc la conquête se poursuit, ils reçoivent à nouveau des renforts et ils commencent petit à petit à isoler Toulouse, puisque petit à petit, ils vont prendre différentes localités autour de Toulouse, ce qui va encercler un petit peu Toulouse. Cette dernière est surpeuplée, parce que dans la ville, on a des réfugiés parfaits, on a des faïdites et on a même les paysans avec leurs troupeaux. Puisque les clercs sont partis, les cloîtres sont désertés et vont être transformés en bergeries. Raymond VI, quant à lui, part en Aragon pour essayer d'avoir l'aide de Pierre II. À ce moment-là, Simon de Montfort, quelque temps après, donc déjà le pape il va vouloir éviter que Raymond VI soit victime d'un déni de justice, et lui, Simon de Montfort, il va vouloir mettre en place des lois pour diriger un petit peu, gouverner le pays conquis. Ces lois, ce sont les statuts de Pamiers, en décembre 1212. Donc, parmi les lois qu'il met en place, Simon de Montfort, ce sont des lois donc discriminatoires un petit peu entre francigènes, donc ce sont les Français. Puisqu'il faut savoir que les Français, à ce moment-là, quand on entend parler des Français dans les livres sur la croisade, c'est les seigneurs du Nord. Le Sud, ce n'est pas les Français. C'est les méridionaux, c'est les seigneurs du Midi, c'est les Occitans, ou ici, c'est les indigènes, du coup. Donc, les chevaliers natifs sont exclus des carrières militaires pendant 20 ans. Les dames de la noblesse indigène doivent épouser des chevaliers français et ne peuvent plus se marier avec des seigneurs locaux pendant 10 ans. Les successions, donc selon la coutume et l'usage de France, le patrimoine ne peut être fragmenté pour ne pas affaiblir la noblesse française. L'objectif de Simon de Montfort, c'est de contrôler la transmission du patrimoine et d'implanter la noblesse française à la place des Occitans. Par la suite, donc,
Pierre II d'Aragon, il va remporter une victoire décisive à Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212 contre les musulmans. Donc ça, c'est dans le cadre de la Reconquista. C'est une bataille très connue et importante de la Reconquista qui fait reculer les musulmans vers le sud de l'Espagne. Et donc maintenant, il va pouvoir s'occuper de l'affaire occitane. Il va élaborer un projet de paix, un plan de paix, donc qu'on appelle l'Empire pyrénéen ou l'Impérie pyrénèque. Et donc, il va proposer que Raymond VII donc, prenne la place de Raymond VI et devienne son vassal. Et lui, ça lui permettra d'élargir, d'étendre sa puissance. Le pape accepte le projet parce que Pierre II est pour lui un héros de la Reconquista et donc un héros catholique. Par la suite, il va y avoir un grand imbroglio, on appelle ça aussi une confusion diplomatique, très grande confusion diplomatique. En janvier 1213, le pape ordonne l'arrêt immédiat de la croisade. Il estime que les succès sont suffisants et qu'il faut se concentrer sur la Terre Sainte. Il demande à Montfort de restituer les terres injustement conquises et il lui rappelle quand même qu'il devait chasser les hérétiques et pas recevoir leur hommage, au passage. Pierre II se rend à Toulouse avec Raymond VI pour faire une démonstration de force. Donc, un des prélats va à Rome pour essayer de convaincre le pape de continuer la croisade. Donc, d'un côté, on a le pape qui ordonne d'arrêter la croisade, et de l'autre, on a les prélats qui poussent à poursuivre la conquête. Donc, ça fait un petit peu une confusion diplomatique. Pendant ce temps-là, Pierre II d'Aragon, il reçoit l'hommage des comtes de Toulouse. Donc, c'est un transfert d'hommage, puisque désormais, les comtes de Toulouse ne seront plus les vassaux du roi de France, mais les vassaux du roi d'Aragon. Donc c'est un transfert d'hommage. Montfort rompt ses liens de vassalité. Le motif, c'est que son suzerain est un complice d'hérésie. Et d'après les lois canoniques de l'époque, c'est autorisé. Donc le pape finit par changer d'avis, parce que les prélats auront forcé un petit peu la main, en tout cas, ils lui auront permis de changer d'avis. Et donc, il décide de ne plus accepter le projet de paix. Donc il demande également au roi d'Aragon d'arrêter de protéger les Toulousains, sinon il y aura des représailles. Et il met Toulouse sous sa protection. S'ensuit une bataille, un siège, la prise de Pujol. La prise de Pujol, donc, c'est une victoire des Occitans, et tant mieux pour eux parce que c'est un endroit, un territoire qui est dangereusement proche de Toulouse, Pujol, dont les villes et les bourgades se soulèvent après ce succès, et les croisés sont affaiblis par la fin de la quarantaine. Alors, après ceci, nous avons une bataille qui, pour moi, est la bataille la plus intéressante de toute cette croisade. C'est la bataille de Muret. À ce moment-là, il faut s'imaginer que les Alliés, donc les Occitans, ils sont vraiment au sein d'une armée très nombreuse. Et ils sont en supériorité numérique par rapport aux croisés. Ils décident de menacer Muret, parce que menacer Muret, c'est attirer Simon de Montfort dans la ville. Donc, par la suite, Montfort, on sent que ça va être quand même une grande bataille parce que Montfort, il fait son testament. Ça en dit long. Les remparts et les portes sont attaqués. Boulets de catapultes, pluie de flèches, cris de guerre, coups de bélier et échelles dressées. Les deux camps veulent combattre à découvert. Le roi, donc Pierre II, place ses escadrons en ordre de bataille. Dans le premier corps d'armée, on a le comte de Foix et les Catalans. Dans le deuxième corps d'armée, logiquement, on devrait avoir le comte de Toulouse et le comte de Comminges. Mais là, erreur stratégique ou je ne sais pas. En tout cas, le roi décide de se mettre lui-même dans le deuxième corps d'armée. Et donc, Raymond VI et le comte de Comminges sont dans la réserve. Les deux premiers escadrons, donc croisés et occitans, se font face. Ils se heurtent violemment. Les croisés sont submergés par le nombre, et donc Montfort lance directement son deuxième escadron à leur rescousse. Pierre II d'Aragon fait de même, et donc il rentre dans la bataille. C'est une mêlée générale. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, en tout cas au Moyen-Âge, l'objectif, ce n'est pas de tuer les grands seigneurs, mais c'est de les capturer pour avoir la main lors des négociations et pouvoir donc un petit peu décider des négociations. Donc l'objectif à ce moment-là, c'est de capturer Pierre II. Pierre II, il a une stratégie qui est surprenante, c'est qu'il va échanger ses armoiries avec celui d'un chevalier. Pierre II est dans la mêlée, et ce qui se passe, c'est que les croisés ils vont tous foncer sur le chevalier de Pierre II qui a les armoiries de Pierre II, parce qu'ils pensent que c'est Pierre II. Ça va, vous me suivez? Ok. Sauf que Pierre II, à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il enlève son casque et il fait, hé, le roi c'est moi. Il leur fait des signes, mais personne ne l'entend. Qu'est-ce qui se passe? Il prend une lance dans le dos et il meurt sur le coup. Tué par erreur. Montfort lance le troisième corps sur
corps d'armée, sur la réserve des Toulousains. Ils sont pris par surprise et ils doivent se défendre et ne peuvent pas intervenir dans la mêlée. Abandon, dispersion, désordre. L'infanterie toulousaine est massacrée. Certains, en s'enfuyant, se noient dans la Garonne. On parle de 7 000 à 17 000 morts. Autant vous dire que c'est une victoire improbable pour Montfort. L'impérie pyrénéenne, donc le projet de paix, vole en éclats. Et en plus de tout ça, l'héritier de la couronne d'Aragon, qui a 5 ans, il est entre les mains de Simon de Montfort. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi. Donc, la couronne d'Aragon, ils vont faire des pieds et des mains pour récupérer le prince héritier, et ça ne va pas être une mince affaire, et qu'une fois que ce sera fait, ils vont définitivement se détourner de la question occitane. Raymond VI, après tout ça, après cette défaite, il part en Angleterre et il envoie une ambassade à Rome. Cette bataille de Muret a fait naître des rébellions dans la région. Je vais juste m'arrêter là-dessus avant de continuer. Donc, je vous ai mis un extrait de la chanson de la croisade albigeoise de Guillaume de Tudel et d'un continuateur anonyme. Donc, les Français voient le roi, ils chargent droit sur lui. Messire d'Aragon a beau crier son nom, ils ne l'entendent pas. Ils le fendent, le percent. Il tombe de cheval et le voilà couché parmi l'herbe. Il est mort. Son sang, en ruisselé, s'éloigne de son corps. Ces gens, autour de lui, en ont tant d'épouvante qu'ils fuient, le cœur perdu. Ça vous donne un petit peu l'ambiance. Le 17 février, puisqu'il y a des rébellions, celui qui va en faire les frais, c'est le frère du comte de Toulouse, Baudouin, celui qui l'avait trahi, rappelez-vous. Donc il tombe dans un traquenard, il est capturé par ses vassaux de nuit, donc dans son sommeil, et il est livré à Montauban, où il va être pendu par son frère Raymond VI. Sympa les repas de famille. Raymond VI abandonne ses domaines au profit de son fils. Le pape place Toulouse sous sa protection. Donc en plaçant Toulouse sous sa protection, finalement, il vole sa victoire à Montfort. Par la suite, des renforts arrivent et Simon de Montfort se retrouve à la tête d'une armée, la plus grande armée qu'il n'ait jamais eue. Il continue à soumettre des villes et le 8 janvier 1215, donc il reçoit de la part des prélats le titre de princeps et monarca, donc chef et maître unique de tout le pays. Par la suite, le clergé de Toulouse revient à Toulouse, avec Foulques notamment, et il s'installe carrément dans le palais comtal. Donc, Dominique de Guzman, rappelez-vous du début, il arrive aussi à Toulouse en avril 1215, et donc il crée les ordres mendiants, les frères prêcheurs, donc ils vont devenir les dominicains. Les domaines de Raymond VI sont confiés à Simon de Montfort en attendant le verdict du concile de Latran. Le 20 avril, un autre personnage arrive aussi pour participer à la croisade, c'est le fils du roi de France, c'est le prince de France, Louis, qui décide de se croiser. Parce que la guerre avec les Anglais, elle est terminée. Il y a eu, si vous avez suivi vos cours d'histoire à l'époque, la victoire de Bouvines en juillet 1214, qui est une victoire décisive pour le roi de France. Et donc, finalement, envoyer le prince de la couronne de France, c'est en observateur, c'est aussi rappeler que le pays relève de la couronne de France. Pendant ce temps-là, Simon de Montfort, il confie à son frère Guy, il lui demande de prendre possession de Toulouse. Il va forcer les Toulousains à démanteler les murailles et à raser leurs propres maisons. Autant vous dire que les Toulousains, ils ne sont pas très chauds. Par la suite, il y a le concile de Latran IV, donc en novembre. Le concile de Latran IV, il va reconnaître des dogmes catholiques comme la Trinité et l'Eucharistie. Donc on est à l'opposé des croyances cathares. C'est le plus grand rassemblement de la chrétienté. Certains seigneurs vont réclamer que les terres soient rendues au fils Trincavel. Le 30 novembre, Raymond VI, donc le comte de Toulouse, est déchu de sa couronne comtale et il est contraint à l'exil. Donc, par la suite, Simon de Montfort devient donc comte de Toulouse et de Narbonne. Il prête hommage au roi de France, donc il devient vassal du roi de France. La Provence se soulève parce que le pape, en compensation, il va donner à Raymond VII la Provence. Et donc, les consuls d'Avignon vont offrir leur ville aux deux Raymond. Donc, Raymond VII, avec des soldats provençaux, il va décider d'aller prendre Beaucaire. Donc, il va assiéger le château de Beaucaire. Alors là, dans le château de Beaucaire, on a le seigneur de Limoux, Lambert de Thury. Lambert de Thury, il est dans le château de Beaucaire avec des soldats français. Ce château-là, il est assiégé par les Provençaux et par Raymond VII. Et Raymond VII et les Provençaux, eux-mêmes, ils sont assiégés par Simon de Montfort et son frère. Ça va, vous suivez? Donc ça fait une espèce de poupée russe comme ça. Et donc, Montfort, il est obligé d'assiéger la ville parce que sinon, il veut sauver ses alliés. Donc il y a des affrontements devant les murailles et il essaye de faire un blocus de la ville. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas.
Et les conditions de la garnison française, où il y a le seigneur de Limoux, les conditions de vie sont un peu difficiles dans le château, parce que ça fait 2 mois qu'ils sont privés d'eau et qu'ils n'ont plus de nourriture. Donc l'ambiance n'est pas terrible. Pour vous dire, à un moment donné, donc, ils en viennent même à manger leurs propres chevaux, et ils commencent, certains, à penser au cannibalisme. Donc Simon de Montfort, il est poussé aux négociations, et donc c'est une victoire pour Raymond VII. Raymond VII, il a seulement 21 ans, et il a vaincu à Beaucaire Simon de Montfort. Par la suite, il y a le sac de Toulouse, parce qu'il va vouloir se venger, Simon de Montfort. Donc quand il retourne à Toulouse, il va prendre en otage les parlementaires, et les Toulousains vont se barricader chez eux. Il va vouloir les faire payer. Il va demander à ses soldats de piller les maisons, de maltraiter les bourgeois. La population va se soulever avec des haches, des faux, des bâtons et des couteaux de cuisine. Les Français mettent le feu à plusieurs endroits avant de se retrancher dans le château comtal. Raymond VI rentre à Toulouse avec une armée. Il remet la ville en état de défense, et la population l'aide à renforcer les murailles. On arrive au 2e siège de Toulouse. Alors oui, juste avant, cette année, donc en mars, vous avez l'école de Muret, l'école occitane de la Calandreta, qui a voulu rendre hommage à Pierre II d'Aragon pour le carnaval, et donc ils ont construit cette statue géante de Pierre II d'Aragon qui ici est exposée à Toulouse. On arrive au 2e siège de Toulouse. Le camp de croisés est installé au faubourg Saint-Michel. Les croisés bloquent le faubourg Saint-Cyprien pour empêcher les renforts du comte d'arriver. L'avantage est au niveau des Occitans. Le siège va durer 10 mois. Les croisés tentent un blocus total, mais ils n'y arrivent pas, encore une fois, c'est impossible. Et donc il y a un affrontement à découvert. Des renforts arrivent et des machines de siège sont installées. Le retour triomphal dans la ville de Raymond VII après la victoire de Beaucaire donne une ambiance particulière, puisque pendant le siège, il y a une grande fête à Toulouse. Toulouse est bien défendue par les archers et les arbalétriers, ce qui va surprendre les nouvelles recrues de l'armée croisée. Il va y avoir une sanglante mêlée qui va se déclencher au niveau du camp Saint-Michel, et Montfort va participer au combat. Sauf que pendant le combat, son frère, Guy de Montfort, va tomber de cheval parce qu'il va être atteint au côté par un carreau d'arbalète. Montfort se précipite parce qu'il voit que son frère est blessé. Il manque de vigilance, mais malheureusement pour lui, à ce moment-là, il y a des femmes toulousaines qui arment une catapulte. Vous sentez le truc arriver? Et une grosse roche, on va dire, lui éclate la tête. Montfort meurt, et Amaury de Montfort, son fils, âgé de seulement 20 ans, va lui succéder. Il va s'obstiner pour vouloir venger son père, mais malheureusement, il ne va pas y arriver, et donc il va devoir être contraint de renoncer au siège, et il va retourner à Carcassonne avec les restes de son père dans un sac de cuir. Alors, un extrait de la chanson de la croisade albigeoise. Cet extrait, il a été écrit par l'Anonyme. Donc, il faut savoir que ce texte-là, du XIIIe siècle, la première partie, c'est Guillaume de Tudel, un troubadour occitan, qui l'écrit, mais il est favorable aux croisés. On pense c'était même un proche de Baudouin. Et par la suite, c'est un autre auteur qui va continuer, mais qui est anonyme, qui va continuer cette histoire. Et lui, on pense plutôt qu'il était dans le camp de Raymond VII. Et il est favorable aux Occitans. Et ici, il va faire une sorte de prophétie. En réalité, il sait très bien ce qui va se passer, mais là, il va l'écrire sous la forme d'une prophétie. Les Toulousains sont seuls contre le monde entier. Mais le fils de Marie leur vient porter secours. Comme étoile du jour au front de la montagne, se lève un grand bonheur, l'épée saint aux côtés, brandissant sa bannière à la croix toulousaine, le vaillant jeune comte entre dans la cité. Jésus, pour sa venue, accomplit un miracle. L'oriflamme au lion de Simon de Montfort, planté sur le créneau de la tour du Pont-Neuf, tenu par les Français, tout soudain tombe à l'eau, signe que l'enfant pur clouera le fauve en terre. Donc voilà. Par la suite, il y a une bataille, qui est la bataille de Baziège. Donc beaucoup de villes, après cette victoire des Occitans, basculent dans leur camp. Donc les alliés de Simon de Montfort sont capturés et massacrés. Amaury reprend certaines localités et met à mort les habitants. Le comte de Foix s'enferme avec ses fils à Baziège. Va s'en suivre donc un affrontement où, pour une fois, les Occitans vont en sortir vainqueurs parce qu'ils ont combattu intelligemment. Baziège va enfin venger Muret. Les croisés prennent la fuite et les frères de Berzy, qui sont des 2 seigneurs du côté de Montfort, vont être capturés. Par la suite, il va y avoir le siège de Marmande. Le siège de Marmande, ça va être un petit peu un remake de Béziers, en quelque sorte. La population est massacrée, la ville est pillée, on parle de 5000 morts, et pour une fois, les historiens pensent que c'est plausible.
Le prince Louis, donc l'héritier du trône de France, lui aussi participe au siège de Marmande. À la fin, il y a des négociations et ils échangent les frères de Berzy contre le comte de Marmande, enfin le seigneur de Marmande. S'ensuit le troisième et dernier siège de Toulouse. Donc les cathares et les catholiques sont dans l'armée, donc unis dans l'armée de Raymond VII. Face à eux, puisqu'il y a le fils du roi de France, on est plutôt maintenant sur une sorte de guerre de conquête. Le prince Louis lève le siège avant la fin de la quarantaine, après la fin de sa quarantaine. Alors, si vous voulez, il était en train de faire le siège de Toulouse, et puis un petit peu comme nous, quand on ne veut pas faire d'heures sup, finalement, le prince Louis se dit la quarantaine est terminée, moi je ne vais pas rester plus que ça, et du coup il lève son siège et il s'en va en plein milieu du siège. Les razzias des frères de Berzy ont impacté l'économie toulousaine. Il y a par la suite donc des représailles, puisque les frères de Berzy donc, sont capturés, et cette fois-ci on ne va pas les négocier, on ne va pas les rendre, on va les décapiter, et leurs têtes sont plantées sur des lances à Toulouse. C'est un peu Game of Thrones là, pour le coup. Alors, le camp occitan reprend les localités printemps 1220. Amaury de Montfort assiège Castelnaudary parce qu'il y a des cathares présents. Et certains sont revenus de Montségur puisque le pays petit à petit est en train d'être libéré. Après 8 mois de siège, qui s'avère être un échec, Amaury lève le siège. À partir de ce moment-là, ça va aller un peu plus vite parce que ce sont les étapes ultimes de la reconquête occitane et elles sont mal connues. Parce que tous les textes de l'époque médiévale, en tout cas ceux qui racontent vraiment comme des chroniques un petit peu les événements, ils s'arrêtent ici. Donc à partir de maintenant, on ne connaît la suite de l'histoire que par des actes diplomatiques ou des sources inquisitoriales. Donc qu'est-ce qui se passe pour terminer? Donc les cathares retournent à Fangeau, ils réouvrent leur maison atelier et ils reprennent leur prédication. Donc finalement, ils ressortent plus forts de cette croisade albigeoise. Les renforts croisés arrivent, des prélats vont excommunier une trentaine de villes ralliées à Raymond VI. Par la suite, Raymond VI va mourir et donc son fils va devenir officiellement le nouveau comte de Toulouse le 21 septembre. Donc Raymond VII lui succède à Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse. Le roi de France meurt également, Philippe Auguste. Il est donc remplacé par le prince Louis, qui devient le nouveau roi de France, Louis VIII le Lion. Donc à l'automne, Raymond Trincavel, le fils de Raymond Roger, rappelez-vous, donc qui avait 2 ans à l'époque, il a bien grandi et il revient de son exil et il lève des partisans. Il reprend des localités. Il va s'allier au fils du comte de Foix et à Raymond VII pour assiéger Carcassonne. Le 14 janvier 1224, à bout de force et de ressources, Amaury signe sa capitulation dans le camp occitan sur les berges de l'Aude, au pied de la cité, et retourne en France. On dit ici que c'est la fin de la croisade albigeoise. Alors, ma conférence ne va pas s'arrêter tout de suite, parce que je vais quand même vous raconter brièvement la fin. Par la suite, ce qui se passe, c'est que donc le camp occitan est victorieux et l'hérésie sort plus puissante que jamais. Au concile de Bourges, le 29 novembre, le pape propose à Raymond VII de l'absoudre à une condition, qu'il renonce à son comté. Mais si vous avez bien suivi, vous comprenez bien que le comté, pour les comtes de Toulouse, c'est très important. Donc ici, il fait face à un déni de justice et c'est le début de la croisade royale. Donc cette fois-ci, le prince Louis reparticipe à la croisade, mais en tant que roi cette fois-ci. Donc il se croise le 28 janvier 1226 et dans son armée, il y a des anciens barons de Simon de Montfort. Il arrive devant Avignon et il trouve les portes closes, le 7 juin. Le siège va durer 3 mois et Avignon va capituler le 12 septembre. Alors oui, j'avais oublié de vous montrer effectivement, donc ici surtout parce que c'est le document le plus ancien de cette diapo. Donc c'est la pierre dite du siège, donc c'est un bas-relief qui est conservé à la basilique Saint-Nazaire à Carcassonne, et donc ça serait un morceau du sarcophage de Simon de Montfort, qui représenterait le siège de Toulouse. Et là vous avez donc un extrait de la chanson de la croisade, et la pierre arriva tout droit où il fallait, si bien frappa le comte à son homme d'acier. Donc là c'est le poète anonyme qui exulte de la mort de Simon de Montfort. Donc on en était ici au siège d'Avignon. Donc le siège d'Avignon se termine et il faut savoir que les croisés sont touchés par une épidémie de dysenterie. Le seigneur Bouchard de Marly meurt à ce moment-là de la dysenterie. Beaucoup de villes se soumettent. Il faut savoir que même avant que le roi arrive, beaucoup de villes se soumettent. Pourquoi? Parce que le roi, c'est une personne sacrée. Il est oint, il a été choisi par Dieu. Donc par conséquent, c'est une personne un peu mystique. Donc ils en ont peur. Il y a pas mal de personnes qui font le voyage jusqu'à Avignon juste pour voir de leurs propres yeux ou toucher le roi. Donc il y a quelque chose de mystique. Le roi Louis VIII, le Lion, meurt
de la dysenterie, parce que lui aussi, il a attrapé pendant le siège. Donc le commandement est confié à son cousin Humbert de Beaujeu. Donc celui-ci va nommer des sénéchaux aux places fortes conquises. Donc les places fortes conquises, comme Carcassonne, vont intégrer le domaine royal. Le domaine royal, c'est les terres qui sont directement dirigées par le roi. Et donc, le prince héritier, Louis, va monter sur le trône. Il va prendre le nom de Louis IX, et on le connaît mieux sous le nom de Saint-Louis. Il a seulement 12 ans à ce moment-là. Par la suite, il y a une guerre qui s'appelle la guerre de Limoux. En juin 1227, donc Trincavel et le fils du comte de Foix commencent à reprendre des villes avec les Faïdites. Beaujeu, donc le cousin du roi, assiège Cabaret. C'est à ce moment-là que Pierre Izarn, donc un cathare, un haut dignitaire cathare, est brûlé à Cône-Minervois. Des seigneurs locaux vont aider les cathares à s'enfuir. Un nouveau pape va arriver, donc tous les personnages finalement du début de l'histoire, petit à petit, ils meurent et ils sont remplacés. Donc là, le pape maintenant, c'est Grégoire IX. Et Guy l'Albert de Castres, qui est un haut dignitaire cathare, va s'installer à Toulouse. Le sénéchal, enfin le lieutenant du roi, Beaujeu, donc il va faire des dégâts autour de Toulouse. Et ces dégâts-là, c'est une stratégie d'étouffement et ça va en être trop pour Toulouse. Et donc on va enfin arriver à la fin de cet exposé, puisque c'est la signature du traité de paix. On appelle ce traité le traité de Paris ou de Mauparis. Donc la paix est conclue entre la couronne de France et Raymond VII de Toulouse par une alliance matrimoniale. La fille de Raymond, Jeanne, va épouser le frère du roi, Alphonse de Poitiers. Jeanne, elle a seulement 9 ans. C'est un peu jeune. Le comté va passer donc dans le domaine royal à la mort de Jeanne, puisqu'elle va mourir sans héritier. Donc Raymond VII se soumet pour sauver son comté. Trincavel retourne en exil puisque la couronne est venue à bout des guerres de Limoux et de Cabaret. Et les Faïdites reprennent le maquis. Donc de lourdes sanctions vont être mises en place à l'encontre de Raymond VII, donc comme tout à l'heure son père. Ici vous avez la charte en latin donc, de la signature du traité de Mauparis. Et donc les conséquences, vous voyez qu'elles sont nombreuses. Le comte perd tous ses titres, sauf celui de comte de Toulouse. Ses droits sont considérablement rongés. Il doit promettre de lutter contre l'hérésie, chasser les routiers, ôter les charges publiques aux hérétiques et aux juifs, restituer les biens et les droits spoliés au clergé, prendre la croix pour la Terre Sainte, payer une lourde amende, financer la création de l'université de Toulouse. Le comté est démilitarisé, les fortifications sont démantelées et le comte doit entretenir financièrement la garnison de Français installée dans son château à lui. Ça fait beaucoup. Alors, et pour finir, il va devoir subir lui aussi une cérémonie d'humiliation le 12 avril, donc à Notre-Dame de Paris, devant la cour du roi de France et le roi de France. Alors, pour conclure, il y a 3 autres petites étapes pour finir, donc qui sortent de ma chronologie, en tout cas des dates que j'avais annoncées, mais je pense que ça va en intéresser certains, notamment parce que ça parle de l'Inquisition et du siège de Montségur. Donc, la naissance de l'Inquisition, donc il faut savoir que le 20 avril 1233, le pape va confier la répression aux frères prêcheurs, les dominicains. Cela va entacher la mémoire de Saint-Dominique. L'Inquisition, donc ça veut dire l'enquête, et il y a 3 peines possibles. Soit les personnes se repentent sincèrement, et donc pour eux c'est l'exil et le port d'une croix cousue sur leurs vêtements, avec une lettre de pénitence entre les mains, soit leur repenti est non sincère, en tout cas il est jugé non sincère, et donc c'est une pénitence en prison. Et si carrément ils décident de ne pas se repentir, ben là c'est le bûcher. Les enquêteurs et les délateurs sont assassinés. Il y a des violences à l'encontre des inquisiteurs. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux vont s'en prendre aux morts. Ils vont déterrer et brûler les corps des excommuniés qui auront été enterrés dans des cimetières chrétiens. La torture est légalisée en 1252 par le pape. Par la suite, Raymond Trincavel, donc le fils, revient encore une fois de son exil. Il ne lâche pas l'affaire, le dernier Trincavel. Donc il va soulever le pays et il va assiéger Carcassonne. 34 jours de siège. Le roi de France va envoyer des renforts et donc il va finir par retourner en Catalogne. Par la suite, il y a un massacre, encore une fois, qui a lieu. Le soir du 28 mai, c'est le massacre d'Avignonnet. Dans un dortoir, 11 inquisiteurs sont massacrés et leurs registres d'interrogatoire sont détruits. D'où proviennent les meneurs de ce massacre d'Avignonnet? Eh bien, apparemment, ils viendraient de Montségur et ça serait des Faïdites. Donc, le roi, en tout cas ses représentants, vont décider de mener un siège à Montségur. Donc, l'objectif est d'éliminer les hauts dignitaires cathares et détruire ce repère d'hérétiques. Le siège commence fin mai 1243. Dans l'armée du sénéchal, il y a 10 000 hommes.
À Montségur, à peu près, parce que les chiffres varient selon les écrits, on va dire 300 personnes, donc à Montségur, dont à peu près 200 cathares. Donc le sénéchal veut en finir avant l'hiver, parce que l'hiver, généralement, ils arrêtent de combattre. Donc il s'empare par surprise durant la nuit du gué du roc de la tour. C'est plus simple pour acheminer les renforts et le matériel. Montségur est défendu par des archers, des arbalétriers et des machines de siège. Le trésor de la communauté religieuse est mis à l'abri dans une grotte vers Foix. Des négociations et une trêve de 15 jours donc, sont ordonnées. Donc, pendant ces 15 jours, les assiégés espèrent l'arrivée des renforts et notamment de Raymond VII. Mais malheureusement, il est occupé ailleurs, il ne viendra pas. 21 parfaits demandent le consolament. Et à l'aube du 16 mars 1244, le sénéchal prend possession du castrum de Montségur au nom du roi. Il demande aux cathares d'abjurer leur foi. Ils refusent tous. Ils sont jetés dans un bûcher au pied de la montagne. 4 vont réussir à s'enfuir parce que le seigneur des lieux va les protéger, il va les cacher sous terre. Et ils vont en profiter pour aller récupérer le trésor de la communauté religieuse. Montségur va être confié à Guy II de Lévis, le fils de Guy de Lévis, qui était un seigneur de Montfort, mais qui va récupérer Montségur en ruine parce que c'était un repère d'hérétiques. À ce moment-là, c'est la fin du catharisme organisé. Ce n'est pas la fin totale des cathares, parce qu'après, les cathares, ils vont continuer, mais dans la clandestinité toujours. Certains vont s'enfuir en Italie, ils vont être très vite rattrapés par l'Inquisition. D'autres vont s'enfuir plutôt dans le comté de Foix, plutôt en Ariège, notamment Montoulieu, par exemple, le village. Et d'après donc, les connaissances que nous avons, donc, le dernier cathare se serait nommé Guillaume Bélibaste. Donc il aurait été brûlé au bûcher en 1321 à Villerouge-Terménès. Et c'est donc la fin de ma conférence. Merci beaucoup. Merci. Alors, pas facile de résumer tout ça. Sachez qu'au départ, j'avais 100 pages de fiches. Donc je les ai réduits à 10 pages. Mais c'était compliqué de faire moins, alors si jamais ça a été un peu long, je m'en excuse. Mais c'est vrai que c'était difficile de faire moins parce que c'est 20 ans de croisade. Et même si on veut aller au-delà, il faut forcément raconter encore le siège de Montségur, etc. Alors, il va y avoir la possibilité de poser des questions, si jamais vous le souhaitez. Alors, encore une fois, je préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste, je suis professeur d'histoire. Donc je répondrai avec les connaissances que j'ai, bien que quand même je lis pas mal de livres sur le sujet depuis 8 mois maintenant. Il y a aussi Madame Anne Lacombe qui est ici présente, si jamais vous voulez intervenir et vous me reprendre, n'hésitez pas. Voilà, alors juste avant de répondre à vos questions, vous avez sans doute vu les machines de siège en bois juste là-bas, ces maquettes. Sachez que ces maquettes, elles m'ont été prêtées par monsieur Pierre Vaquier, qui est le menuisier de Roufiac, au chemin du Gazan. C'est avec beaucoup de gentillesse qu'il m'a prêté ces maquettes. C'est lui qui les fabrique et elles sont en vente dans sa menuiserie et bientôt, dans 2-3 mois, sur son site internet. Donc voilà, on a plusieurs sortes de machines de siège. Alors il y en a certaines qui potentiellement pouvaient être des machines utilisées pendant la croisade albigeoise, notamment par exemple le trébuchet, ou la pierrière, ou la catapulte, par exemple, puisque Simon de Montfort aurait été tué par une catapulte. Donc voilà, je vous laisserai tout à l'heure, si vous le souhaitez, aller donc voir de plus près ces maquettes. Alors elles sont généralement fournies dans les boîtes que vous voyez ici, et donc sont en pièces détachées, il faut les monter soi-même. Donc si vous voulez les offrir en cadeau ou autre, les prix varient, je crois, entre 30 et 60-80 euros. Voilà, donc je pourrais prendre des noms si jamais à la fin vous êtes intéressé, que vous voulez vous en procurer. Si jamais ça vous intéresse aussi, j'ai mis les livres que j'ai utilisés, donc certains des livres que j'ai utilisés pour cette conférence sur la table. Alors ne les prenez pas avec vous, bien sûr, c'est mes livres à moi, mais vous pouvez les consulter, vous pouvez prendre les références, etc. Je vais juste quand même vous montrer, parce que quand on est historien, il faut s'appuyer sur des sources, la bibliographie. Donc il y a des sources médiévales, notamment, j'en ai beaucoup parlé, mais la chanson de la croisade albigeoise, la Canso, donc de Guillaume de Tudel et de l'auteur anonyme. Vous avez également l'Historia Albirensis
albigensis, je ne sais pas trop comment on prononce, de Pierre Desvaux de Cernay, qui est plutôt pro-croisade. Vous avez également l'histoire de la croisade des Albigeois, donc c'est une chronique de Guillaume de Puylaurens. Et ensuite, donc, des ouvrages de référence d'historiens, de spécialistes, dont notamment les travaux de Anne Brenon, les travaux de Laurent Massé, notamment Hérétique, les Toulousains dans la croisade, qui est assez récent, il est sorti l'année dernière. Vous avez bien sûr les incontournables, donc Eugène Martin Chabot, Henri Gougaud, et également Michel Roquebert, qui a fait énormément un grand travail donc, sur l'histoire des Cathares. Voilà, alors avant de terminer et de passer aux questions, bon, c'est un petit peu une envie personnelle, mais il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y a un petit garçon, très jeune garçon, qui était dans les listes de la cité de Carcassonne et qui assistait à un tournoi de chevalerie. Hop, encore une fois, c'est à l'envers. Voilà, le ticket, il est ici, donc c'était en 2005. Ce petit garçon, c'était moi. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire locale. Comme quoi, parfois, ne serait-ce qu'un petit tournoi de chevalerie, ça peut intéresser, et ça peut, même si ce n'est pas scientifique, intéresser et passionner les gens. Donc il faut continuer à vulgariser l'histoire, parce que c'est comme ça qu'on intéressera les plus grands nombres. Et vous voyez, j'étais vraiment très intéressé, parce que j'ai commencé à étudier l'histoire locale après ce tournoi, et j'ai pris des notes à l'arrière de mon billet. Bon, vous considérez que, je vous rassure, mon orthographe s'est amélioré depuis. Mes connaissances historiques aussi, ça c'est Cessac. Voilà, ça c'est Cessac. J'écris mieux maintenant. Hein. Mais en tout cas, voilà, donc je voulais dire aussi, ça me tient à cœur, c'est qu'en tant qu'historien, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les intox, les fake news, qui sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, essayez de faire le métier d'historien, c'est-à-dire de vérifier les sources. Quand vous entendez quelque chose, quand vous voyez des informations, n'oubliez pas qu'il faut, et c'est important, de vérifier les sources. Parce que malheureusement, avec ces outils-là, on pourrait être amené à un moment donné à plus savoir quel est le vrai du faux. Et ça, c'est vraiment le métier de l'historien. Donc vous aussi, de votre côté, faites un peu les historiens pour justement que les fake news ne prennent pas le dessus sur la vérité. Merci beaucoup.